Je m'appelle Camille, et j'ai appris très tôt que la meilleure façon de se protéger est de laisser les gens vous sous-estimer car pendant 5 ans, j'ai été la risée de la famille, la gamine fauchée avec sa start-up qui ne pouvait s'offrir ni beaux vêtements ni dîner gastronomique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je bâtissais discrètement un empire pendant qu'il balayait d'un revers de main chacun de mes mots. Tout a commencé quand j'avais 23 ans. Fraîchement diplômé d'une grande école d'ingénieur avec une spécialisation en informatique et la tête pleine d'idées. Ma sœur aînée, Léa, venait de lancer Eltech Solutions, une entreprise de logiciels prometteuse axée sur les solutions d'entreprise. Elle avait 30 ans à l'époque, elle était charismatique, avait un réseau solide et était absolument convaincue qu'elle était destinée à la grandeur. Nos parents ne juraient que par elle. Mon père passait des dîners entiers à parler de la dernière acquisition de clients de Léa ou de ses interventions dans des conférences technologiques à Station F. Ma mère gardait soigneusement chaque article de presse mentionnant Eltech. Pendant ce temps, je travaillais 16 heures par jour dans un studio exigu, développant ce qui allait devenir Sequoia IA, une plateforme d'apprentissage automatique capable de révolutionner l'analyse de données pour les PME. Ma mère disait souvent que je continuais mon petit passe-temps d'un ton mielleux qui masquait à peine ça. Déception, me demandant quand j'allais enfin trouver un vrai travail. Je me contentais de sourire et de changer de sujet en les laissant penser ce qu'ils voulaient. La vérité était bien plus complexe car 6 mois après mon diplôme, j'avais développé un prototype qui avait attiré l'attention d'Avenir Capital, l'un des fonds d'investissement les plus sélectifs de Paris. Ils m'ont proposé une levée de fonds en série à de 12 millions d'euros que j'ai accepté. À 24 ans, Sequoia y a généré déjà 7 millions de chiffre d'affaires annuel. À 25 ans, nous avions atteint la rentabilité, un exploit que seulement 8% des startups réalisent, mais j'ai gardé le silence. Je conduisais une vieille Peugeot de 10 ans, je vivais dans un appartement modeste et je portais les 5 mêmes tenues en rotation. Ma famille voyait ce qu'elle s'attendait à voir, une entrepreneuse en galère trop fière pour admettre son échec. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le portefeuille d'investissement que je bâtissais parallèlement. En 2020, Léa est venue me voir, désespérée, car Eltech Solutions était à court de liquidités. Elle avait brûlé son financement initial plus vite que prévu et les investisseurs commençaient à se rétracter, laissant l'entreprise à 90 jours de la faillite. Elle m'a avoué, les mains tremblantes devant un café, qu'elle savait qu'elle n'avait pas toujours été tendre avec moi mais qu'elle avait besoin de capitaux de toute urgence. J'aurais pu dire non, j'aurais pu lui rappeler chaque commentaire méprisant et chaque fois qu'elle m'avait présenté à ses collègues comme la petite sœur qui cessait aux startups, mais j'ai vu une opportunité. Quand elle m'a dit qu'il lui fallait 4,2 millions d'euros pour tenir 18 mois et financer l'expansion prévue, j'ai fait semblant de réfléchir. Alors que ma décision était déjà prise. Je lui ai dit que je connaissais du monde et que j'allais passer des appels. En réalité, j'ai créé une structure d'investissement appelée le groupe Méridien, une société à responsabilité limitée légitime avec une structure juridique solide, mais dont le bénéficiaire effectif était caché derrière plusieurs couches de protection d'entreprise. J'ai acheminé l'investissement via Avenir Capital qui était ravi de servir d'investisseur nominal en échange d'une commission et de l'opportunité de participer au tour futur. 2 semaines plus tard, Léa recevait ses 4,2 millions du groupe Méridien représenté par Avenir Capital sans jamais savoir que j'étais derrière tout ça. Les conditions étaient équitables mais structurées. Pour donner à Méridien, donc à moi, un contrôle significatif avec 28% du capital et des droits de vote pondérés m'octroyant un droit de veto sur les décisions majeures. Le partenaire d'Avenir Capital lui a expliqué que c'était des investisseurs providentiels préférant l'anonymat, ce qui est courant dans le milieu. Léa était aux anges et m'a appelé le soir même, essoufflé d'excitation, pour m'annoncer qu'ils étaient sauvés. Je lui ai répondu que
C'était génial et que j'étais sincèrement heureuse pour elle, mais son ton a vite changé quand elle a ajouté que ses investisseurs s'y connaissaient visiblement mieux en vraies affaires que certaines personnes, insinuant que tout le monde ne pouvait pas juste bricoler une application en espérant un miracle. J'ai laissé passer, comme toujours. Au cours des 3 années suivantes, j'ai regardé LTech grandir grâce à mon investissement, passant de 15 à 60 employés et décrochant des contrats avec des entreprises du CAC 40. Le chiffre d'affaires est passé de 800 000 € à 12 millions par an. Le visage de Léa est apparu dans les Échos et dans Forbes France, devenant la coqueluche de la tech parisienne. À chaque réunion de famille, elle s'assurait que tout le monde soit au courant de sa réussite, annonçant fièrement les nouveaux contrats et les projections de revenus lors des déjeuners dominicaux. Mon père rayonnait de fierté pendant que ma mère soupirait en me demandant si je travaillais toujours sur Sequoia IA, me conseillant même de demander un emploi à ma sœur car elle tech aurait sûrement besoin d'une technicienne comme moi. Léa souriait avec condescendance en disant que j'étais sans doute trop indépendante pour une structure d'entreprise et que certains n'étaient simplement pas faits pour la croissance réelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sequoia IA venait d'être valorisé à 85 millions d'euros lors de notre série C. Nous avions 230 employés répartis sur 3 bureaux et étions rentables depuis 3 ans. Forbes m'avait nommé dans leur liste des 30 de moins de 30 ans, mais j'avais décliné la photo et demandé que mon nom ne figure pas dans la version publique pour des raisons de confidentialité. L'industrie connaissait ma boîte, mais j'avais soigneusement évité les projecteurs car je voulais construire quelque chose de réel sans la pression des attentes familiales et je voulais voir jusqu'où ils iraient dans leur mépris. Surtout, je me protégeais en voyant ce que la notoriété avait fait à Léa, gonflant son ego et la transformant en quelqu'un qui avait besoin d'être le centre de l'attention en permanence. Je préférais créer sans tout ce cirque. En attendant, je surveillais la croissance de LTech en tant qu'investisseuse fantôme, recevant les rapports trimestriels et assistant au conseil d'administration par visioconférence, caméra éteinte, identifiée uniquement comme représentante de Méridien. J'étais fier de ce qu'elle avait bâti, même si c'était en partie avec mon argent et entièrement sur son mépris envers moi. Puis vint le déjeuner de Noël 2024. Léa avait insisté pour recevoir tout le monde dans sa nouvelle villa contemporaine à Saint-Cloud. Elle a passé tout le repas à parler de la maison, du dernier contrat de LTech et de la résidence secondaire qu'elle envisageait d'acheter à Megève, affirmant que l'immobilier était la clé de la richesse durable et que c'était ce qui séparait les entrepreneurs sérieux de ceux qui s'amusent. J'étais assise au bout de la table, là où Léa m'avait placé, essayant d'être invisible. Quand ma tante m'a demandé si j'habitais toujours dans mon petit studio, Léa a éclaté de rire en disant que c'était une façon diplomate de dire les trois, ajoutant que tout le monde n'avait pas le capital pour investir sérieusement. L'oncle s'est moqué en demandant comment avancer mon application, et j'ai précisé que c'était une plateforme d'apprentissage automatique. Léa a tranché en disant que pendant qu'il bâtissait de vraies entreprises, je jouais avec mon application, ajoutant avec un sourire acéré qu'il était temps de faire face à la réalité car certains sont nés pour être entrepreneurs et d'autres pour être employés. La table s'est tue un instant, mon père a eu ce rire gêné qui signifiait qu'il était d'accord. Et tout le monde semblait complice de ce rejet. Léa a continué sur sa lancée en me demandant combien j'avais gagné en 5 ans ou si je continuais simplement à brûler mes économies en prétendant construire quelque chose. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Mon téléphone était sur mes genoux sous la table. C'était le moment. J'ai dit calmement que je m'en sortais bien, mais Léa a repris le ton condescendant de ma mère en disant que bien était ce qu'on disait quand on avait trop honte d'admettre un échec, me proposant même de me recruter comme développeuse pour m'offrir de la stabilité. Mon père a bondi sur l'idée, mais j'ai décliné poliment en sortant mon téléphone. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée et j'ai écrit rapidement à mon gestionnaire
Chez Avenir Capital, retirez tout le financement de Heltech Solutions. Exécution immédiate. Code d'autorisation CHIN 2024 θ 7. J'ai envoyé. Léa. Continuez de parler de mutuelle et de retraite, mais je ne l'écoutais plus. J'attendais la confirmation. Elle est arrivée 10 secondes plus tard. Confirmé. Retrait initié. Notification au conseil envoyé. Équipe juridique en attente. Le téléphone de Léa a vibré. Elle a froncé les sourcils mais a continué de parler jusqu'à ce que son téléphone sonne. C'était son directeur général. Ma mère l'a encouragée à répondre car le travail passe avant tout. Léa a décroché avec son sourire confiant, mais son visage s'est décomposé en écoutant Grégory. Elle s'est levée brusquement en criant que c'était impossible, que Méridien était leur plus gros investisseur depuis 4 ans. La table est devenue silencieuse, observant la panique de Léa. Elle a raccroché, les mains tremblantes, et a tenté d'appeler quelqu'un d'autre. Mon père s'est inquiété, mais elle a prétendu que c'était juste une situation de travail avant d'aller dans la cuisine. Je l'entendais hurler au téléphone contre David d'Avenir Capital, demandant pourquoi Méridien retirait ses 4,2 millions d'euros. Sa voix s'est brisée quand il a dû lui expliquer les motifs juridiques. Elle a demandé qui était vraiment derrière le groupe Méridien, mais je savais que l'information était confidentielle. Léa est revenue à table, livide, annonçant qu'elle devait partir car une crise majeure risquait de détruire l'entreprise. Sans cet argent, il ne pourrait pas payer les salaires le mois suivant. Elle m'a regardé avec désespoir, me rappelant que j'avais dit connaître des gens et me suppliant de l'aider, admettant pour la première fois qu'elle n'avait pas été gentille mais que Heltech était toute sa vie. J'ai hoché la tête en disant que je verrais ce que je pouvais faire. Le lendemain matin, j'avais une visioconférence prévue avec le conseil d'administration de Heltech. Je m'étais préparé soigneusement, vêtu d'un blazer élégant dans mon bureau à domicile, avec mes diplômes et mon trophée Forbes bien en vue derrière moi. Quand la caméra s'est allumée, le choc a été immédiat. Léa est restée bouche bée, le directeur général était confus et la directrice financière a tout de suite compris. J'ai pris la parole calmement, bonjour à tous. Je m'appelle Camille, fondatrice et unique dirigeante du groupe Méridien. Je suis également la fondatrice et PDG de Sequoia IA. Et depuis 4 ans, je suis l'investisseuse principale de Heltech Solutions. Léa a murmuré que ce n'était pas possible, mais j'ai continué en lui rappelant qu'elle m'avait traité de gamine fauchée jouant avec une application. Walter, le président du conseil, a repris ses esprits en disant qu'il ignorait mon implication, et j'ai expliqué que je préférais l'anonymat. Léa a demandé pourquoi je retirais les fonds maintenant alors que l'entreprise réussissait. J'ai partagé mon écran avec le contrat original montrant la clause de retrait sous 30 jours qu'elle avait signé. J'ai ajouté que j'avais assisté à chaque conseil d'administration en silence et que je l'avais vu bâtir quelque chose d'impressionnant, mais que la veille, elle m'avait proposé une aumône d'emploi dans une entreprise que je possède à 28%. Le silence était total. J'ai souligné qu'elle avait passé 4 ans à me mépriser à chaque repas de famille, pendant que je maintenais sa boîte à flot. La directrice financière a confirmé que si je me retirais, il n'avait que 45 jours de trésorerie avant la fermeture. Léa m'a accusé de vouloir détruire sa vie pour une histoire d'ego. Mais j'ai répondu que j'exerçais simplement mes droits contractuels. Walter a demandé ce qu'il fallait pour que je reconsidère ma décision. J'ai exigé un siège officiel au conseil d'administration sous mon vrai nom, la reconnaissance publique de mon rôle d'investisseuse principale depuis 2020, et une déclaration publique de Léa sur le site et les réseaux sociaux de l'entreprise s'excusant d'avoir déformé notre relation. Léa a protesté contre cette humiliation, mais je lui ai dit que je demandais simplement la vérité. Je lui ai laissé le choix. Soit elle acceptait,
soit elle trouvait 4,2 millions d'euros en 30 jours, ce qui était quasi impossible vu le contexte économique. Elle a regardé ses collègues. Puis m'a dit que j'avais changé. J'ai répondu que c'était simplement elle qui ne m'avait jamais regardé. Walter a accepté les conditions immédiatement. J'ai ajouté une dernière clause, je ne réinjecterai que 3 millions, les 1,2 millions restants deviendraient un prêt formel avec intérêt que LTech devrait me rembourser sur 3 ans. C'était une leçon sur les conséquences du mépris. La déclaration est parue le lundi suivant sur le site de LTech, reconnaissant mon rôle crucial et s'excusant pour les erreurs de communication passées. En 1 heure, l'information a été reprise par la presse tech. L'équipe de relations publiques de Sequoia IA a enfin pu dévoiler notre valorisation de 85 millions d'euros et mon parcours. Mon téléphone a explosé de messages, dont un de Léa me disant que nous devions parler. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Elle s'est excusée sincèrement, admettant qu'elle avait toujours été jalouse de mon intelligence et qu'elle avait essayé de prouver qu'elle valait autant que moi. Elle a avoué qu'elle n'aurait jamais accepté mon argent si elle avait su, préférant couler plutôt que d'être aidée par sa petite sœur fauchée. Je lui ai expliqué que je l'avais protégée de ses propres mauvais choix en restant anonyme. Elle m'a demandé si nous pourrions redevenir des sœurs un jour. J'ai répondu que c'était possible, mais qu'elle devait accepter que je n'étais plus. Et que je n'avais jamais été, la petite sœur ratée qu'elle imaginait. Le déjeuner dominical suivant a été très différent. Mes parents avaient lu les articles et tout le monde me regardait avec un mélange de respect et de gêne. Léa est arrivée et, pour la première fois, n'a pas monopolisé la parole, laissant mon père m'interroger sur le nouveau partenariat de Sequoia IA. Le silence qui a suivi mes explications n'était pas confortable, mais il était honnête. Plus tard dans la cuisine, Léa m'a promis de faire mieux, en tant que sœur et en tant que personne. Elle a reconnu que Sequoia IA était plus impressionnante que LTech et je lui ai répondu que c'était simplement deux réussites différentes, mais que j'étais fatigué de son déni. Nous avons commencé à reconstruire notre relation sur des bases saines. 6 mois plus tard, LTech effectuait son premier remboursement de prêt. Sequoia IA a levé de nouveaux fonds pour une valorisation de 400 millions d'euros. J'ai enfin quitté mon petit appartement pour une maison confortable avec un vrai bureau, j'ai acheté une voiture un peu plus récente et j'ai accepté une grande interview pour raconter mon histoire. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de détruire l'autre, mais d'être enfin vu pour ce que l'on est vraiment et de regarder ceux qui vous ont méprisé réaliser ce qu'ils ont failli perdre. Je m'appelle Camille, je suis la PDG de Sequoia IA, membre du conseil de LTech, et je ne suis plus la gamine fauchée de personne. En réalité, je ne l'ai jamais été.